Ravi de vous retrouver sur Arte, bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on va partir de cette photo, le visage souriant de Federica Mogherini, celle qui est officiellement en charge des politiques étrangères et de défense de l'Union. Saluons le 13 novembre dernier un moment historique pour la défense européenne, après la signature par les ministres de 23 États membres d'un document énumérant 20 engagements pour une coopération militaire renforcée. Alors dans les faits, il s'agit surtout de progresser sur une meilleure mutualisation européenne des projets de matériel militaire, car pour la mise sur pied d'une politique de défense réellement commune, on le sait, le chemin sera encore long. Pas question, en effet, de créer une armée européenne, la défense restant au cœur des États-nations qui ont bien du mal, on va le voir, à penser réellement la défense au niveau de l'Europe, qualifiée depuis longtemps de géant économique, nain politique et ver de terre militaire. Forte de 512 millions d'habitants, l'Union européenne passe pour un havre de paix. En 67 ans, aucun État membre n'a fait la guerre à un autre. Pourtant, Bruxelles se trouve à moins de 5 heures de vol de zones d'instabilité mondiale. Libye, Syrie, Mali, Ukraine. De quoi nourrir les débats en faveur d'une défense européenne. Côté sud, tout d'abord, depuis les printemps arabes de 2011, le bassin méditerranéen est déstabilisé. Chaos en Libye, guerre civile en Syrie, désillusion en Tunisie, répression et statu quo en Égypte, et face à ces crises, l'Union européenne a fait montre d'un grand attentisme et de peu de concertation entre États membres. Même manque de coordination face à la crise des migrants. En 2015, plus d'1 million de migrants sont arrivés via les Balkans et les côtes grecques. En 2016, 387 000, surtout via l'Italie, créant des tensions en Europe centrale et jusqu'au Danemark. La Hongrie construit un mur de barbelés gardé par l'armée pour contrer les migrants. Notons que la majorité des demandeurs d'asile sont syriens, afghans et irakiens. Rappelons aussi que nombre de pays européens ont été ou sont engagés militairement dans les guerres qui ont provoqué ces migrations. En Afghanistan, 25 pays européens ont participé aux côtés des États-Unis à l'intervention post-11 septembre, Royaume-Uni et France en tête. En Irak, seuls le Royaume-Uni et la Pologne sont intervenus aux côtés de Washington en 2003, mais 15 États européens ont aidé à stabiliser le pays jusqu'en 2009. En Irak et en Syrie, enfin, 18 membres de l'Union européenne sont engagés contre l'État islamique. Autre menace, le terrorisme. L'Union a été frappée 26 fois depuis 2010, dont 9 fois en France et 6 fois en Allemagne, conduisant l'Europe à renforcer drastiquement ses législations antiterroristes. Côté Est, l'Europe fait face à des pressions accrues de la Russie, dont on voit ici la présence hors de ses frontières. En mars 2014, Moscou a annexé la Crimée, jusqu'ici ukrainienne, entraînant des sanctions américaines, canadiennes et européennes. En juillet 2014, enfin, un avion de la Malaysia Airlines a été abattu au-dessus des provinces sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine. Parmi les 298 victimes, de nombreux citoyens européens néerlandais. L'enquête des Pays-Bas a conclu à un tir de missiles russes. Enfin, les 28 sont soumis à un nombre croissant de cyberattaques, notamment russes. En 2007, l'Estonie a été victime de la première cyberguerre mondiale qui a paralysé le pays pendant 3 jours. En 2016, 80% des entreprises européennes ont été victimes de cyberattaques, selon Bruxelles. Alors face à ces crises, l'Europe de la défense est restée jusqu'ici très fragmentaire. L'Union européenne, on le sait, est d'abord une union économique et commerciale. La défense reste jusqu'ici une prérogative des États membres. Pourtant, en 1950, les 6 États fondateurs avaient imaginé la communauté européenne de défense, la fameuse CED, qui devait aboutir à une armée commune. Mais la CED échoua en 1954 à cause du veto du Parlement français. Conséquence, la protection collective de l'Europe occidentale dépend aujourd'hui d'abord de l'OTAN. L'OTAN a été créée en 1949 par les États-Unis avec le Canada contre le bloc soviétique. À l'époque, la guerre froide divise le continent, seuls quelques États restent neutres. Ce système est avantageux pour les Européens, Washington assumant l'essentiel de leur défense, avec plus de 300 000 GIs déployés en Europe de l'Ouest et son parapluie nucléaire.
L'OTAN s'est étendue aux pays de l'Est après la disparition de l'URSS. Mais cela crée une grande dépendance vis-à-vis des États-Unis dans les domaines cruciaux du renseignement, de la défense antimissile, du ravitaillement en vol ou encore de la guerre électronique. Exemple de cette dépendance, c'est l'OTAN, dont le QG est à Mons en Belgique, et non l'Union européenne, qui est intervenue lors des guerres en ex-Yougoslavie ou au Kosovo. Malgré tout, les Européens ne sont pas restés inactifs grâce à la politique de sécurité et de défense commune issue des traités de Nice et de Lisbonne. Aujourd'hui, l'Europe est à la tête de 6 missions. En Bosnie-Herzégovine, depuis 2004, 600 hommes sont toujours chargés du maintien de la paix. Au large de la Somalie, 15 États européens fournissent depuis 2008 3 navires de guerre et 1200 hommes pour lutter contre la piraterie. En Somalie, en Centrafrique, au Mali, un peu plus de 900 hommes forment les militaires locaux, notamment au contre-terrorisme. Enfin, au large de la Libye, 4 navires, 2 hélicoptères et 3 avions luttent depuis 2015 contre les passeurs et forment des gardes-côtes libyens, mission critiquée car elle n'a pas pour but de sauver les migrants en détresse. Mais en tout, cela ne fait que 3300 hommes, soit 0,2% des effectifs militaires européens. On peut y ajouter plus de 6500 casques bleus fournis par des États européens à titre individuel à une vingtaine d'opérations de l'ONU. Premier contributeur, l'Italie, plus de 1000 soldats à la frontière entre le Liban et Israël, suivi par la France et l'Allemagne, au Liban et au Mali, et le Royaume-Uni, à Chypre et au Soudan du Sud. Mais concrètement, les récents renforcements du flanc est de l'Europe restent le fait de l'OTAN. En septembre 2015, elle a déployé 1 millier de soldats, pour la plupart européens, pour rassurer les 3 pays baltes et la Pologne après l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie et après les incursions répétées de sous-marins russes en Baltique. En juin 2017, l'OTAN a aussi organisé d'importantes manœuvres en Lituanie et en Pologne, auxquelles la Russie a répondu ici et ici par ses propres manœuvres. Par ailleurs, suite à la cyberguerre de 2007, c'est à Tallinn qu'a été créé le centre de cyberdéfense de l'Alliance Atlantique. En 2017, 900 cyberguerriers de 25 pays y ont simulé des attaques sur des installations électriques et des systèmes de commandement. Alors aujourd'hui se pose la question du financement de l'OTAN. Malgré la fin de la guerre froide, les États-Unis assument toujours plus du 2/3 des dépenses des membres de l'OTAN, alors qu'ils ne représentent que 46% du PIB cumulé. De plus en plus tournés vers l'Asie, Washington exige que les Européens assument leur part. L'élection de Trump n'a fait que renforcer cette tendance. En 2006, les Européens de l'OTAN avaient promis de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Mais en 2016, seules la Grèce, l'Estonie, le Royaume-Uni, la Pologne et la Roumanie ont respecté leur engagement. La future coopération militaire renforcée, ou PESCO, est un premier pas vers une défense européenne. Tous les pays de l'Union s'y sont engagés, sauf Malte, le Danemark et le Royaume-Uni sur le départ. Un fonds européen de défense a été lancé en juin 2017. Doté de 5,5 milliards d'euros par an, soit 3,5% du budget de l'Union européenne, il prévoit d'allouer 500 millions d'euros pour des projets communs de recherche en électronique militaire, robotique ou logiciels cryptés, et de 1 à 5 milliards d'euros annuels pour le développement et l'achat groupé, donc moins cher, de drones, de satellites ou d'hélicoptères. Mais surtout, l'Union européenne doit cesser d'être une juxtaposition d'industries d'armement redondantes. Les pays de l'Union européenne disposent de 29 types de destroyers et de frégates contre 4 pour l'US Navy, de 17 types de chars lourds contre un seul pour l'US Army, de 20 modèles d'avions de chasse contre 6 dans l'US Air Force. Dans ce domaine, chaque pays défend son champion national. La France défend Dassault, la Suède Saab, sans oublier l'Eurofighter, construit par 4 pays. Et même là, il y a des francs-tireurs.
Néerlandais et Danois préfèrent acheter des F-35 américains car plus compatibles avec leurs autres armements. La solution serait de créer des géants mondiaux européens, exemple dans le domaine naval, le rapprochement de l'italien Fincantieri avec le français Naval Group pour mieux résister aux concurrents chinois, coréens ou indiens. Mais ailleurs, Naval Group s'est positionné contre un autre Européen, l'allemand ThyssenKrupp, pour remporter le marché du siècle, 12 sous-marins vendus 35 milliards d'euros à l'Australie. Selon Bruxelles, ce manque de mutualisation coûterait chaque année entre 25 et 100 milliards d'euros aux 28. À défaut de voir naître un jour une Europe de la défense, c'est peut-être une Europe de la sécurité qui pourrait davantage fédérer les Européens. Qu'il s'agisse de Frontex, la crise migratoire de 2015 a montré l'importance de renforcer la gestion des frontières extérieures de l'Union, ou qu'il s'agisse d'Europol, sa mission est d'aider les autorités policières des 28 pays membres à combattre la criminalité internationale et le terrorisme. Europol est aujourd'hui doté d'un budget en hausse, d'une coopération renforcée entre services et d'un nouveau centre européen de contre-terrorisme entré en action en janvier 2016. Pour aller plus loin, 2 ouvrages de référence. Faut-il enterrer la défense européenne de Nicole Niesotto à la documentation française. Et puis La défense de l'Europe entre Alliance Atlantique et Europe de la défense de Thierry de Montbrial et Georges-Henri Soutou. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.